Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, cela fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu et c'est normal, j'ai été pas mal occupée dernièrement, notamment parce que je suis en train de tourner mon premier court-métrage qui sera bien évidemment posté sur cette chaîne dans quelques mois. Donc voilà, donc je reviens aujourd'hui, mais pas vraiment pour faire de l'analyse filmique comme je fais d'habitude, c'est-à-dire de faire des tops comme j'ai pu faire avec le théâtre ou le cinéma dernièrement. Non, aujourd'hui en fait, j'aimerais faire une très courte vidéo pour parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Et je ferai souvent en fait des petites courtes vidéos comme ça, un petit zoom sur un réalisateur, un artiste, un type de film que j'aime bien, que j'apprécie. Donc aujourd'hui, j'avais très envie de faire une petite vidéo et un petit zoom sur un réalisateur qui est l'un de mes réalisateurs préférés, autant par son style que sa vision du monde. Ce réalisateur, ce n'est d'autre que Wes Anderson. Wesley Wallace Anderson, dit Wes Anderson, né le 1er mai 1969 à Houston, d'une famille qui est originaire de Norvège et de Suède. Wes Anderson va ensuite, lors de sa jeunesse, suivre des études d'abord de philosophie, et puis il va commencer lors de ses études à faire des courts-métrages, c'est-à-dire réaliser un petit peu au cinéma de manière totalement amateur, ce qui va notamment le former au montage et puis aux techniques du cinéma en général. À l'université, il va rencontrer Owen Wilson ainsi que ses deux frères Andrew, je vais y arriver, Andrew et Luke. Donc ce sont les trois frères Wilson qui vont ensuite énormément jouer dans plusieurs de ses films. Et donc du coup, Wes Anderson se passionne pour le cinéma. Il décide de ne pas suivre d'études de cinéma et de complètement se livrer à une pratique totalement seule. Et ça fait de lui un réalisateur énormément autodidacte et autonome. Donc il fait partie d'une génération de réalisateurs finalement indépendants. Et il va très très vite recevoir en fait l'accueil et la reconnaissance des autres cinéastes indépendants dans le milieu, notamment parce que le premier film qu'il réalise s'appelle Bottle Rocket et en fait ça va être son premier long métrage. Malheureusement le public ne va pas énormément apprécier ce film qui est un style quand même assez particulier. C'est que dès que son premier long métrage, Wes Anderson a un style très particulier, mais toujours aidé des frères Wilson en 1998, c'est ça, en 1998, Wes Anderson ainsi que les frères Wilson décident de réaliser le deuxième long métrage du cinéaste qui est Rushmore. Et là, le public accueille bien mieux ce film et ça va commencer à faire reconnaître Wes Anderson. Je vais y arriver, dis donc, ce matin, j'ai un petit peu de mal là. Et donc, ce Rushmore sera le premier film d'une longue lignée de films jusqu'à aujourd'hui, puisque le dernier film de Wes Anderson, The French Dispatch, est sorti l'an dernier, donc comme quoi il a commencé assez tôt. Et dans les années 2010, il va se lancer également dans l'animation, ce qui sera également un grand succès, notamment en 2009 avec le film Fantastic Mr. Fox, et ensuite suivra L'île aux chiens, qui sera deux films qui auront un certain succès aux yeux du grand public. Alors pourquoi je vous parle de Wes Anderson, c'est notamment parce que je trouve que c'est un cinéaste, alors déjà au-delà du fait que ça soit un réalisateur totalement indépendant et autonome et surtout autodidacte, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'études, il s'est lancé complètement dans le projet tout seul avec ses propres moyens et sa propre vision du cinéma sans forcément qu'on ait pu l'influencer, sans forcément qu'il ait pu suivre des cours qu'il est mis dans une certaine vérité qui n'est pas forcément propre à tous. Wes Anderson, avec ses propres moyens, et en seulement quelques années, parce qu'il va commencer à percer en étant très jeune, il a la vingtaine à ce moment-là, lorsque Rushmore sort, montre en fait un personnage déjà haut en couleur, et puis un personnage artistiquement déjà bien... qui a plusieurs cordes à son arc de manière artistique, et puis artistiquement déjà bien calé, puisque... c'est lui-même en fait qui va écrire l'histoire et puis qui va la réaliser avec l'aide seulement des frères Wilson. Mais surtout ce que j'aime beaucoup chez Wes Anderson, et c'est notamment pour ça qu'il est connu en primauté, c'est notamment par son style absolument particulier, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui se fout complètement des conventions, c'est-à-dire notamment la convention de ne jamais mettre un personnage au milieu de l'image. Eh bien Wes Anderson dit non à toutes ces conventions-là et il décide de mettre tous ces personnages au centre de l'image et d'en faire quelque chose de totalement symétrique. Donc on sait
Wes Anderson, il est notamment connu pour l'omniprésence des couleurs pastel et une palette de couleurs très précise pour chacun de ses films, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde, on prend chacun de ses films, on va avoir une prédominance de certaines couleurs. Par exemple, dans Moonrise Kingdom, on aura une prédominance de bleu, jaune, kaki, vert. Par exemple, La vie aquatique, on va avoir une prédominance de rouge, bleu, orange, turquoise. Et dernièrement, The Grand Budapest Hotel, on va avoir une prédominance de rose, bleu marine, etc. Donc bref, il construit ses films autour d'une palette très précise. Et puis d'une certaine symétrie, c'est-à-dire qu'il y a une prédominance d'objets énormément géométriques dans chacun de ses plans. Généralement, il a l'habitude de mettre ses personnages vraiment au centre de l'image, avec une parfaite symétrie, et puis entouré de beaucoup d'objets, d'arcs et d'un plan, d'un cadre en tout cas, extrêmement géométrique. Qui permet en fait de donner un certain ordre à l'image, un certain ordre au plan. La symétrie chez Wes Anderson a quand même une certaine signification. Alors, comme on peut le remarquer, la plupart des films de Wes Anderson parlent souvent de relations familiales et de relations en fait d'enfants à adultes. Et en fait, on remarque assez souvent que les personnages adultes se comportent généralement comme des enfants. Et en fait, la prédominance de couleurs pastel peut être associée à l'enfance, puisque lorsqu'on est enfant, on va plutôt mettre des couleurs assez vives, c'est-à-dire que la couleur vive est souvent associée à l'enfance, puisque quand on grandit, notamment lors de l'adolescence et puis ensuite quand on devient adulte, on a tendance à plutôt aller vers les couleurs plutôt noires, vers les couleurs un petit peu plus sombres ou en tout cas un petit peu plus unies. Le symbole principal de l'adulte qui travaille et qui a une vie posée et le costard-cravate. Et quand on regarde un costard-cravate, on voit plutôt une couleur qui est unie, des couleurs plutôt sombres, prédominance de bleu, de blanc, de noir, etc. Et ces couleurs pastel sont plutôt associées finalement à l'enfance, c'est-à-dire qu'à l'enfance on se fiche du noir, du blanc, on a tendance à plutôt s'habiller de manière coloré, d'avoir un univers en fait autour de nous qui est plutôt coloré, qui est plutôt associé en fait à l'innocence de l'enfant et puis voilà à la joie innocente de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas forcément soumis autant à la dépression, au blues que les adultes, alors que notamment dans les films de Wes Anderson, les adultes sont généralement névrosés, sont empreints d'une certaine dépression, ont toujours le blues, la mélancolie, etc. En tout cas, il y a une vraie prédominance de la dépression dans ce qui est du caractère des personnages principaux de Wes Anderson. Donc du coup, ces couleurs pastel, en fait, c'est notamment pour mettre ces adultes dans un univers enfantin. Et on remarque que généralement les adultes de Wes Anderson ont un caractère extrêmement enfantin et que notamment, je prends l'exemple de Moonrise Kingdom parce que j'adore ce film. Dans Moonrise Kingdom, on remarque finalement que le caractère des enfants est notamment est particulièrement plus adulte que celui des parents, qui généralement les parents sont plutôt dans ce film-là sont très égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils se font des petites trahisons les uns les autres. En tout cas, ils ont des caractères extrêmement enfantins. Un autre exemple que je peux donner, c'est celui de Steve Zissou dans La vie aquatique, qui a un caractère énormément enfantin, qui apprend qu'il est père et puis finalement ne prend pas du tout cette responsabilité au sérieux. Il veut changer son fils, il veut que son fils lui ressemble, ait le même nom que lui, etc. Donc il y a aussi voilà, ce caractère extrêmement égocentré de l'adulte qui le rend en fait, qui lui donne en fait un caractère extrêmement enfantin. C'est là que rentre en compte également la symétrie, c'est-à-dire que la symétrie dans chacun de ces films a la place en fait de montrer que l'adulte est totalement autocentré et donc du coup la prédominance du jeu, du moi, du je dans ces films-là, notamment rien que dans les paroles, et c'est là où ça devient extrêmement subtil et que vraiment on remarque que Wes Anderson est à la pointe. Jusqu'au bout des dialogues, Wes Anderson donne ce caractère prédominant de l'égocentrisme et de l'égoïsme à tous ces adultes-là. Et donc du coup, le fait de l'enfermer dans quelque chose de très géométrique et de très carré montre que cet adulte-là est totalement dans sa bulle, et donc la plupart de ces plans où il y a quelque chose de très symétrique, où il y a quelque chose de très géométrique,
où généralement le personnage le personnage principal est placé au centre de l'image, montre bien qu'il est au centre de tout, ou en tout cas qu'il se croit être au centre de tout. Il influe sur les autres plutôt que les autres s'influent sur lui, et qu'en plus de ça, il se crée une carapace géométrique autour de lui qui fait que ce que disent les autres n'influe pas sur lui. C'est comme s'il y avait une barrière, une cage en fait, une boîte. Et ce quelque chose de très ordonné reflète énormément le caractère de ces personnages. Encore une fois, je prends l'exemple de Steve Zissou dans La Vie aquatique, qui veut absolument que tout soit ordonné autour de lui, il veut tout ranger, et il fait face à une crise de couple, puisque sa femme est en train de se séparer et de le quitter pour en plus son rival, mais une crise aussi familiale, puisqu'il apprend que voilà, son fils revient des années après, et il apprend qu'il est parent. Et donc du coup, dans tout ça, Steve Zissou veut absolument ordonner les choses, et c'est là où il y a une prédominance de lui qui se retrouve au centre de l'image, comme s'il tentait d'organiser et d'épurer en fait tout ce qui se passe dans sa vie à côté de lui. On vient de le dire, chez Wes Anderson, les personnages sont particulièrement dépressifs. Et en fait, ce qui est très particulier chez lui, c'est que justement, il n'essaie pas de mettre en valeur une certaine mélancolie, une nostalgie qui soit un petit peu chic et qui soit un petit peu forcée auprès de personnages qui cherchent plutôt à se morfondre en fait dans leur douleur. On remarque en fait que chez Wes Anderson, les personnages représentent une lente et profonde douleur qui font en fait directement écho à la vie de Wes Anderson, et notamment par les liens familiaux. Wes Anderson va connaître très jeune le divorce de ses parents, ce qui va lui faire énormément de mal, puisque il va avoir énormément à partir de là de soucis avec son père, qui en aura fait voir des vertes et des pas mûres à sa mère. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, Wes Anderson va beaucoup orienter ses films autour de cette question de la famille, et notamment du rapport du père au fils et de l'amour filial en quelque sorte, notamment comme dans The Darjeeling Limited, où les trois personnages, les trois frères vont être abandonnés par leur mère. Et on remarque aussi que ces trois enfants, même s'ils sont adultes, n'acceptent pas du tout cette décision-là, et pourtant elle a l'air d'avoir été prise depuis des années. C'est-à-dire que l'abandon de leur mère n'est pas nouveau, et pourtant la douleur est toujours aussi présente, et ils sont énormément dans le déni de cette décision prise par leurs parents. Et donc du coup on retrouve très souvent cet amour filial et cette relation père-fils dans les films de Wes Anderson, encore une fois comme dans La Vie aquatique, avec ce Steve Zissou un petit peu particulier, et puis de son fils joué par Owen Wilson, le fils de Steve Zissou dans ce film-là, et puis cette crise familiale, c'est-à-dire comment gérer quand tu as un père qui peut être autant égocentré, de pouvoir s'occuper de pouvoir accepter le fait qu'il ait un fils. Et donc du coup, beaucoup des films tournent autour de cette crise familiale et de la douleur de l'amour filial, et puis aussi de, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ce rapport entre le père, ou en tout cas le parent enfant, donc le parent immature, et l'enfant qui, à cause de du comportement du parent, va faire face à une crise familiale, ce qui va le rendre encore plus mature que son propre parent. Et c'est ce caractère-là qui va en faire justement des personnages extrêmement névrosés, et particulièrement en fait névrosés. Et le paradoxe est que souvent le père ou le parent reste un vrai idole, reste un modèle pour l'enfant qui souhaiterait que ses parents soient fiers de lui, l'admirent, ou en tout cas qu'il puisse être à la hauteur de son parent. Et finalement on se rend compte à la fin du film que l'enfant n'a pas à être à la hauteur du parent, parce que souvent il est au-dessus dans sa manière d'être. L'enfant veut que le parent l'admire, mais au final le parent n'admire que lui-même. C'est là que revient l'élément énormément symétrique dans les plans de Wes Anderson et très géométrique, c'est que l'enfant tente également de installer son microcosme, de ranger son microcosme et de créer son propre univers. Et c'est comme ça que dans Moonrise Kingdom, Sam et Suzy, lorsqu'ils s'échappent pour pouvoir vivre leur propre vie et s'émanciper, ils vont fuir, vont fuguer pour échapper en fait au joug des adultes, ou en tout cas échapper à
l'autorité parentale. Et ils tentent également d'organiser leur propre microcosme, c'est-à-dire qu'au début du film, on voit chacun de leur côté qu'ils ont quelque chose d'extrêmement ordonné, et c'est justement là le gros paradoxe, c'est généralement on a plus l'image que l'enfant est plus désordonné que l'adulte qui doit, pour prendre en main sa vie, tout organiser, tout ranger, tout ordonner. Et ben là, au contraire, c'est l'enfant qui organise tout autour de lui et puis qui range tout. Ils vont créer leur propre espace dans la nature, notamment sur une plage, et on voit que tout est absolument ordonné, tout est absolument rangé à l'endroit où il doit être rangé, dans quelque chose d'extrêmement, encore une fois, symétrique et quelque chose d'extrêmement géométrique. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire à propos de Wes Anderson. Ah oui, ça je te le confirme, t'as déjà trop parlé, oui. Oui, enfin, oui, faudrait bien que tu te taises en fait au bout d'un moment. Ah bah non, hein, tu vas pas nous refaire encore une vidéo de 40 minutes. Ah, que dis-je, 40 minutes? 1 heure. J'en ai marre. Bon bah oui, mais je vais passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour une fois, faudrait mieux faire une vidéo de 20 minutes, tu vois. Je pense que les gens, bah, ils ont peut-être plus envie de passer un petit peu de moins de temps devant leurs écrans. Enfin, juste histoire d'aller jusqu'au bout de la vidéo, hein, tu sais. Bon, moi je te dis ça, hein, c'est juste un conseil, hein. Après, tu prends les conseils, tu les prends pas, à toi de voir. Je finis là? Et ma vidéo, elle fait que quoi, 20 minutes? Mais t'es folle ou quoi? Je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. Ah, une vidéo de 20 minutes, non mais j'ai... Une vidéo de 20 minutes. Ah, tu me fais bien rire. Je vous l'ai dit, moi c'est un réalisateur que j'adore. Après, je suis extrêmement fan de couleurs pastel et de ce sujet de l'esthétique au cinéma. Il y a beaucoup de cinéastes qui pensent que la plupart de l'histoire se porte sur... Enfin, du film, la plupart du... Le plus gros du film doit se porter sur l'histoire, sur le scénario, sur la manière de le réaliser, qu'il faut quelque chose d'extrêmement conventionné, de quelque chose d'extrêmement réglé et ordonné, et puis d'autres cinéastes comme Wes Anderson qui vont donner beaucoup plus d'importance à l'esthétique, à ce qu'on voit à travers l'image, et que c'est comme ça que réussit à créer une histoire et à créer en fait des messages qui soient cachés et totalement subliminaux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont de la métaphore dans les films de Wes Anderson, et notamment par rapport à l'image et surtout à la beauté de l'image, c'est-à-dire que certains cinéastes pensent que tout réside dans le scénario et non pas forcément la beauté de l'image, c'est-à-dire que l'image peut être moche tant qu'elle raconte une histoire. Et ben Wes Anderson, lui, fait partie plutôt de ces cinéastes qui pensent que la beauté de l'image est une manière de raconter de manière métaphorique une histoire. Donc c'est en ça que j'admire beaucoup Wes Anderson. Il a un style qui est extrêmement particulier, qui est vraiment propre à lui-même, et que j'aime beaucoup, donc je ne peux que vous conseiller d'aller voir ses films. Si je pouvais dire mes films préférés de Wes Anderson, je pense que, bon c'est ce dont j'ai le plus parlé, mais ça serait Moonrise Kingdom, qui pour moi est un petit bijou. Moonrise Kingdom soulève énormément ce rapport dont on parle tout à l'heure, c'est-à-dire du rapport de l'enfant aux parents, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans ce film là. Et puis c'est également je pense une certaine apologie de l'autonomie, une certaine apologie du fait de suivre ses rêves, c'est-à-dire de agir lorsqu'on veut quelque chose, de le faire, et de ne pas forcément faire ce que les gens autour de nous veulent de nous, surtout quand ces propres personnes-là sont totalement égocentriques et se fichent complètement de notre bonheur à nous, mais veulent seulement qu'on fasse leur bonheur à eux. Et donc du coup, c'est aussi une manière de transmettre le message que même si on a des idées qui sont enfantines, même si on a des rêves d'enfant, et ben ces rêves d'enfant là, il faut poursuivre et il faut aller jusqu'au bout et ne jamais lâcher. Sinon, autre film bien sûr, comme je vous l'ai dit, La vie aquatique, qui est un film qui m'a énormément marqué, notamment encore une fois parce qu'il y a ce rapport justement parent-enfant, mais plus particulièrement dans La vie aquatique, c'est l'esthétique qui est juste incroyable, c'est-à-dire que ça se passe sous la mer, ça se passe sous l'eau, enfin en mer et après sous l'eau, mais il y a une espèce de mélange de l'animation, puisque bon, comme on l'a vu, Wes Anderson a fait de l'animation, mais ce mélange justement de animation et de film, et ce caractère de personnage de Steve Zissou qui est complètement névrosé, et au final on le trouve complètement antipathique, et c'est un propre des personnages de Wes Anderson de souvent être complètement antipathique, mais parce qu'il cache une certaine névrose en fait.
Voilà, je pense en avoir fini avec Wes Anderson. Merci beaucoup d'avoir écouté la petite vidéo. J'espère que jusqu'à ce que je puisse retrouver un certain rythme pour pouvoir faire de l'analyse filmique profonde, ce genre de petites vidéos un petit peu courtes, bon, pas non plus super courtes je pense. Donc ce genre de petites vidéos un petit peu plus courtes et un petit peu plus zoomées vont vous plaire. Dans tous les cas, j'attends vos avis en commentaire, en privé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse filmique. Et à bientôt. Everybody say yeah.